Je vais rebondir sur la proposition, parce que vous avez démarré par l'initiative Oser le Mali, pour aller me rapprocher de monsieur Cheikh Oumar Soumanou. Alors vous êtes président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali. On va regarder déjà qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez réussi, en fait, quelle stratégie vous avez mis en place pour promouvoir l'économie africaine d'une manière générale, celle de l'Afrique de l'Ouest, malgré un contexte politique incertain, un contexte d'insécurité et qui peut être déceptif. Merci bien. Déjà, je vous remercie pour la question. Je voudrais d'entrée de jeu dire que quand on est face à des difficultés, il faut toujours voir le verre à moitié plein. C'est clair. Dans tous les pays du monde, il y a des difficultés pour investir. Et comme son nom l'indique, le projet Oser le Mali est porté par des jeunes Maliens, des jeunes opérateurs économiques maliens, parce qu'il y avait deux combats à faire. Le premier combat, c'était celui de dire que la jeunesse doit avoir sa place et la jeunesse peut jouer un rôle pour son pays. Et on sortait de la crise, comme vous l'avez si bien dit. Au même moment, le Mali, avec d'autres pays comme le Burkina et le Niger, on s'était retiré de la CEDEAO. Et quand on se retire de la CEDEAO, où on était considéré dans un ensemble avec 15 autres, avec des opportunités, maintenant on crée un autre sous-ensemble, mais qui n'est pas une organisation internationale, mais c'est plutôt une confédération d'États. Évidemment, ça veut dire que les opportunités qu'on avait, chacun à son niveau, nous les mettons ensemble. Voilà pourquoi, quand je parle du Mali géant, je parle du pays de l'AES en géant. Parce que les opportunités que le Mali avait à offrir aux investisseurs, qu'ils soient étrangers ou de la diaspora, se sont démultipliées. Parce que nous avons rajouté le potentiel du Niger avec l'uranium. Il y a aussi le potentiel du Burkina avec le coton. Donc tout ceci, et fort heureusement, le Mali parle au nom de ces trois pays-là. Et qu'est-ce que nous avons fait? Vous savez, au départ, on avait juste une vision à l'échelle nationale. C'était de dire, nous voulons promouvoir uniquement l'entrepreneuriat pour les jeunes. Mais avec un autre instrument que nous mettons en œuvre à travers le monde qu'on appelle le baromètre, on rencontrait la diaspora. Et on s'est rendu compte, en lisant aussi les politiques de la diaspora des différents pays de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, on s'est rendu compte que la diaspora avait une place de choix. Et l'aide de la diaspora à l'endroit de ces pays-là dépassait de loin l'aide publique au développement. Mais sauf que cette aide était orientée uniquement vers des soutiens sociaux. Ça veut dire quoi? C'était vraiment une aide familiale. C'était de payer les soins médicaux, c'était peut-être de payer les loyers, etc. Et la réflexion qui a été faite, c'était de dire, aujourd'hui où tout le monde se pose des questions sur ces pays qui sortent de crise, et qu'il y a plus de narratifs en disant qu'il y a moins d'investisseurs qui viennent, alors pourquoi ne pas compter sur cette diaspora-là pour réinvestir, tout en sachant que l'un des leviers de la promotion des investissements, c'est de passer par ceux qui font confiance. Et ceux qui font confiance, évidemment, c'est la diaspora. Et donc, nous, on a rapproché les autorités maliennes à travers l'Agence pour la promotion des investissements. Nous leur avons dit, il faut qu'on change de paradigme et allons-y à la rencontre de cette diaspora. Et fort heureusement, au mois de juillet, il y a eu une rencontre qui a été possible, qui a été rendue possible sous le leadership du ministre malien établi à l'extérieur qui a fait appel à toutes les diasporas maliennes. Et il y avait 66 pays qui étaient représentés. Donc ma présidente de France a fait partie de la délégation. Et au sortir, le président a lancé un message fort en disant « Nous voulons que cette diaspora puisse investir au pays ». Et donc, ça a fait que Oser le Mali a été lancé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un planning. Parce que déjà, il fallait aller à la rencontre de la diaspora, mais il fallait aussi rencontrer ces pays que nous considérons comme géants. Et c'est pour cela, au mois de juillet, nous étions au Japon. Et la diplomatie économique a ceci de particulier. C'est un bel instrument, pourquoi je l'ai dit, parce que ça permet de parler le même langage. À travers la diplomatie économique, on parle le langage international des affaires, accessible à tout le monde. Que vous soyez cultivé ou pas, que vous ayez un diplôme ou pas, si vous utilisez la diplomatie économique, vous parlez le langage international de l'entreprise. Et ce langage international de l'entreprise, c'est quoi? C'est quelles sont les opportunités que votre pays m'offre. Alors, est-ce qu'il y a des impôts à payer? Quels sont les avantages du code d'investissement de votre pays? Voilà un certain nombre de leviers sur lesquels on appuie les exportateurs pour pouvoir amener des investisseurs. Donc, nous avons, et en discutant, on se pose, deux géants se font face. Parce qu'on ne voit plus
non pays développés ou pays non développés, mais on se voit la complémentarité. Okay. Donc, imaginez, n'eût été la diplomatie économique, et c'est à travers justement cet excellent levier et ce bel instrument qu'il y a une dizaine de jeunes opérateurs économiques maliens sont allés discuter avec des opérateurs japonais. Et quand on quittait, il y a une dizaine d'opérateurs japonais qui enfin ont décidé d'investir au Mali. Et donc, c'est pour vous dire que le partenariat, le développement du partenariat, il n'y a pas meilleur moyen de développer son continent, il n'y a pas meilleur moyen de développer son pays si ce n'est justement par le truchement de la diplomatie économique. Merci beaucoup d'en parler une langue commune, celle des affaires, pour créer cette complémentarité.